Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc, de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, comment valoriser le Made in France? Ça va être justement le thème de ce débat. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Lataf. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, vous êtes président d'origine France Garantie, mais en même temps, et surtout, vous êtes à la tête d'une entreprise. Oui, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Belleville qui fabrique des vestes, des costumes en France. Voilà, d'origine France. C'était l'illustration de votre engagement. Philippe Steyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Ineos. Tout à France. fait. Alors, expliquez-moi. Alors Ineos, c'est un groupe pétrochimique qui a décidé il y a quelques années en arrière de se lancer dans l'automobile avec le véhicule qu'on voit devant nous qui s'appelle le Grenadier et qui est produit en France. Bon, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. À vos côtés, Flavien Roussel. Bonjour Flavien. Bonjour. Alors Flavien, vous êtes responsable de la communication de Naïo Technologies. C'est ça. Et chez Naïo, on fabrique des robots agricoles pour soulager les agriculteurs. Ah, je dirais même mieux, c'est le leader mondial de la robotique agricole. Et il faut saluer que ce soit une entreprise française donc, qui a pris le lead là-dessus. Bon, Gilles, déjà, il faut expliquer. Origine France Garantie, c'est quoi? Alors Origine France Garantie, c'est la seule certification transverse sur tous les secteurs d'activité qui garantit aux consommateurs qu'un produit est réellement fabriqué sur le territoire français. C'est une certification, c'est pas un label, hein. C'est-à-dire qu'il y a un audit qui est fait par des organismes indépendants comme l'AFNOR ou le Bureau Veritas, qui vient auditer une gamme de produits pour regarder si elle est dans le socle que nous on a déterminé, à savoir 50% de la valeur ajoutée du produit, du prix de revient unitaire sorti d'usine qui doit être français, et toutes les caractéristiques essentielles de fabrication doivent avoir été prises sur le territoire français. Donc Origine France Garantie, ça donne au consommateur la transparence nécessaire lorsqu'il a envie réellement d'acheter un produit fabriqué en France. Donc c'est très important. Alors dites-moi si je comprends bien, mais globalement, je paye une adhésion, j'ai un audit qui contrôle en combien de temps? Une journée? 2 jours? Alors ça dépend du produit, hein. Ouais. C'est clair que quand vous auditez la Yaris Cross fabriquée à Valenciennes, c'est beaucoup plus long que les galettes de la Mère Poulard au Mont-Saint-Michel par exemple. Donc ça dépend de l'objet, ça dépend de la gamme de produits. Le temps est lié au temps de fabrication du produit. Et au final, je peux apposer ce logo, donc Origine France Garantie, sur toute ma communication. Absolument, sur la gamme de produits qui correspond à la certification. Encore une fois, ce n'est pas une société qui est certifiée, mais c'est un produit qui est certifié. Et là, vous pouvez utiliser la certification avec un numéro qui vous est propre. C'est-à-dire qu'en plus, vous pouvez aller sur le site Origine France Garantie et vérifier que le produit a bien été certifié. Parce que vous savez, Origine France Garantie, si aujourd'hui on existe, c'est parce que justement, il y a eu beaucoup de franco-lavage. On utilise beaucoup la marque France. On utilise beaucoup l'image du Made in France. Pas toujours à bon escient et pas toujours pour des produits fabriqués en France, sans parler du drapeau français, qu'on utilise un peu à tort. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que les consommateurs qui ont envie de participer à quelque chose d'important, à savoir de relancer l'économie française, d'acheter un produit où derrière, il y a eu des impôts. Voilà, c'est un acte citoyen. Quand vous achetez un produit Origine France Garantie, vous faites un acte citoyen, parce que vous savez que ça correspond à toute une chaîne de valeur. Oui, mais c'est un véritable engagement, donc c'est très bien. Mais s'il y a d'autres produits en face qui vont mettre Made in France ou autre, comment vous allez justement faire que ça soit votre logo qui prenne le dessus? C'est pour ça que c'est un enjeu de communication. Aujourd'hui, on a 86% des Français qui reconnaissent Origine France Garantie. Donc il y a une grosse communication qui doit être faite, qui est déjà faite par nos adhérents, mais qu'on va nous amplifier, parce que, encore une fois, le sujet, c'est d'être rassuré. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est rassurer le consommateur. Après, il fait ses choix. S'il n'a pas envie de consommer français, c'est son choix. Mais en tout cas, lorsqu'il a envie d'avoir un produit qui est fabriqué en France, Origine France Garantie lui donne cette garantie. La certitude. La Voilà. certitude que c'est fabriqué en France. Vous avez des belles marques, des beaux produits aujourd'hui? On a des produits sur tous les quelques-uns. secteurs d'activité, du jean avec 1083, je vous parlais de la Toyota Yaris Cross, les lunettes Chris, on a des belles entreprises aujourd'hui, mais on a Engie qu'on a certifié récemment aussi. Donc on a vraiment des belles entreprises. Beaucoup de PME historiquement. Maintenant, on a des grands groupes qui viennent vers nous et qui commencent à réfléchir à se faire certifier Origine France Garantie parce que le consommateur est en demande. Vraiment, il est en demande de traçabilité. Le sujet, c'est la traçabilité. Vous le connaissez bien dans l'agriculture et dans l'industrie. On a été laminé pendant des années. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la traçabilité sur les produits. Gilles,
deux entreprises en face de vous, justement, qui vont peut-être avoir envie d'avoir ce logo. Mais d'abord, il faut que je présente vos histoires. Alors, Philippe Steyer, vous êtes donc chez Ineos. Alors, Ineos, groupe pétrochimique énorme. Vous présentez un 4x4. Comment on passe de la pétrochimie à l'idée de développer en France un 4x4? En fait, dans l'idée, c'était que notre propriétaire s'est rendu compte qu'il y avait un marché. En fait, il y avait une niche où plus aucun constructeur n'était présent. Il a décidé en fait d'aller sur ce marché-là, du 4x4 de franchissement. C'est un outil de travail. C'est comme ça qu'il a été conçu. Alors moi, je vais donner la vraie histoire. Je ne dis pas que c'est la fausse, mais la vraie histoire, c'est dans un pub en Angleterre, c'est ça? C'est là qu'est venue l'idée, effectivement. Votre PDG, autour d'une bière. Votre PDG aimait beaucoup Defender, donc de Land Rover. Un grand fan du Defender. Voilà, les 4x4 plutôt robustes, plutôt solides, qui durent longtemps. Et quand il a su que Land Rover arrêtait et allait faire peut-être un 4x4 beaucoup plus 4x4 de ville, SUV, etc., s'est dit, bon, pas de souci, on va le faire devant une bière et dans un bar qui s'appelait Le Grenadier. Le Grenadier, d'où le nom de la marque. Voilà, c'est pour ça que la marque s'appelle Grenadier. Exactement. C'est comme ça que ça s'est fait. Et 4 ans plus tard, voilà, en France, on produit le véhicule en question. On a démarré la production fin d'année dernière. Et voilà, on est très fiers d'avoir cette production en France, dans une usine avec vraiment une main-d'œuvre qualifiée. En Lorraine, donc, dans l'usine Mercedes. Dans une ancienne usine Mercedes, voilà, où on produit encore des Smart de place. Une usine dans laquelle voilà, nos salariés ont produit plus de 2,5 millions de véhicules les 25 dernières années, donc avec vraiment une grosse expérience, une grosse expertise. Alors ce 4x4, c'est celui-là, c'est un 4x4 qui est bien adapté pour les agriculteurs notamment, mais pas seulement. Effectivement, c'est du solide, c'est du robuste, il y a un moteur BMW sous le capot. Ouais. Il y a peu d'électronique. Vous avez dépouillé l'électronique. Il y a moins d'électronique. En tout cas, il y a beaucoup moins d'électronique que sur la plupart des véhicules modernes. On a voulu rester sur quelque chose, sur un produit simple, un produit fiable, vraiment qui soit en adéquation avec notre clientèle. Voilà. Ouais. Tout ce qui est à risque de pluie se trouve sous le plafonnier, là, pour que même en traversant une rivière, il n'y ait pas de souci. À plus de 80 cm de traversée, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc on est dans du rustique. Très clairement, c'est le marché Defender donc qui va devoir s'inquiéter un peu de l'arrivée pour un prix qui par rapport aux autres 4x4 n'est pas excessif. Alors on est sur un prix aux alentours de 70 000 € avec un gros avantage en France, c'est qu'on a en fait sur la version utilitaire une exonération de malus écologique. Donc voilà, on est sur un prix client à plus de 70 000, un tout petit peu plus de 70 000 €. Alors pour comparer, je ne sais pas, un Defender c'est 130 000 ou je ne sais pas combien ça coûte. Il y en a qui vont à 150 000. Enfin voilà. Plus vous êtes malus. Entre 70 et 80 000 selon les options. On en est où là? Vous l'avez lancé? Vous le commercialisez ou Alors la production a démarré fin d'année dernière. Commercialisation, les premiers véhicules arrivent sur le marché actuellement. Là depuis 2 semaines, ils arrivent dans les concessions. Donc on est vraiment sur une année de montée en cadence. Donc c'est un vrai challenge pour toutes nos équipes. S'installer en France, c'était un choix? C'était la seule chaîne qui était libre? C'était quoi? Non, c'était un réel choix. Je veux dire, c'est une usine qui est ultra moderne, dans laquelle plus de 700 millions d'euros ont été investis. Mais le vrai choix qui est derrière, c'est vraiment, je dirais, le personnel et les compétences qu'il y a derrière. Parce que je dirais, avoir la technologie de dernier cri, c'est une chose. Si on n'a pas les compétences, si on n'a pas le personnel pour faire tourner ces usines-là, ça ne sert à rien. Et il y a vraiment une recherche d'un produit de qualité. Et un produit de qualité, c'est vraiment grâce à des gens qui ont les compétences pour le faire. Et ça, je crois que c'est la clé. Oui. Alors, d'après ce que c'est en Lorraine, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est en Lorraine. D'après ce que j'ai vu, donc, on peut déjà le commander sur Internet, mais vous construisez un réseau de distribution. Tout à fait. On a des concessionnaires, par exemple pour le marché français, des concessionnaires qui sont répartis sur l'ensemble du marché français par région. On a actuellement 6 concessionnaires qui nous représentent et on couvre tout le territoire français. Autre belle histoire, et après on parlera de l'interaction qu'on peut avoir avec Origine France Garantie. Naïo Technologies, ça a débuté il y a? Ça a débuté en 2011, ouais. Avec un premier robot sorti en 2013. Personne n'y croyait, globalement. Je pense que les cofondateurs y croyaient dur comme fer et les agriculteurs avec qui ils avaient échangé avant y croyaient aussi. Ouais, parce qu'il y a un véritable problème. C'est-à-dire que dans le maraîchage, mais pas seulement, en agriculture, on manque de bras et on va en manquer de plus en plus. On va en manquer de plus en plus, mais surtout pour donner de l'attractivité au métier de la production alimentaire, il faut
quelque part soulager les personnes. Donc quand on met un robot sur une exploitation, en fait, il permet aux travailleurs de faire des choses à plus grande valeur ajoutée et qui évite tout ce qui est TMS, pénibilité et fatigue. Flavien, comme ton accent le montre, c'est plutôt dans le sud que c'est produit, c'est pas en Lorraine? Alors, c'est pas produit en Lorraine, mais on a un sous-traitant qui est à Sens, et ensuite on a un sous-traitant à Montauban et à Castres, et les cartes électroniques sont faites à Castres. Donc des robots, des petits pour le maraîchage et des plus gros? Des plus gros, alors avec des gabarits à 4 mètres pour notre robot enjambeur viticole et aussi notre nouveau Orio qui est là pour travailler dans le maraîchage de plein champ et les céréales, les betteraves, voilà. Et un marché qui est énorme. Axema, qui est l'interprofession donc des industries du machinisme agricole, a estimé que en 2035, le marché donc de tout ce qui est matériel lié à l'agriculture va doubler déjà. Et que la moitié sera, donc on est de l'ordre de 120 milliards d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires, la moitié sera liée à la robotique. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une progression très très importante pour la bonne raison, c'est que en gros, on va dire 30% des fermes vont changer de main à échéance des 10 ans à venir. Et que le véritable problème, c'est de recruter aujourd'hui des personnes. Voilà. Mais c'est surtout quelque chose qu'on a déjà vu avec l'élevage laitier, où l'arrivée des robots a beaucoup changé la façon de travailler avec le troupeau, parce qu'on avait plus de temps, et ça a permis aussi de garder des fermes. C'est-à-dire que les parents qui ont fait le choix d'investir sur un robot de traite, quelque part, pour leurs enfants qui voulaient reprendre, ça a été un plus. Et aujourd'hui, une ferme maraîchère ou viticole, sur laquelle il y a un robot qui travaille depuis quelques années, ça donne forcément envie de continuer. Parce qu'on évite vraiment une pénibilité au quotidien. Donc il y a des petits robots, des grands robots, dans tous les cas on peut les mettre sur une remorque et le tracter sans souci? Alors dans tous les cas, surtout qu'on est obligé, parce que nous ne sommes pas des machines immatriculées. Et donc on peut il y a toutes ces questions de Mother Regulation et de directives machines qui cadrent très bien les choses en Europe. Donc nos robots doivent aller sur un porteur. Notre robot chenillard viticole, il est capable de rentrer dans un master, voilà, dans un fourgon. Et ordre de prix, on va de combien? Les plus petits aux plus grands? On va de 50 000 à 200 000 euros. Alors avec des augmentations de tarifs qui ont été importantes ces derniers mois dues à la guerre des composants sur le marché mondial. Mais il y a quand même beaucoup de clients potentiels qui ne freinent pas parce qu'ils justement ils savent que c'est fait en France. Et ils ont un peu de patriotisme dans leur achat en fait. Ouais, et puis quand vous employez quelqu'un en une année de salaire chargé, ça coûte cher aussi. Hein. Et puis quand vous achetez un tracteur, ça coûte 100, 200 000 euros. Enfin aujourd'hui, c'est matériel. Et on évite de consommer du gasoil. Et on évite, voilà, exactement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux initiatives? C'est formidable. Dans les sujets comme la voiture, on a quand même, nous, laminé notre industrie automobile. Donc voir que de nouveau, il y a des projets qui se créent en France, pour nous, c'est formidable. Moi, j'avais une question à poser. Il y a un projet électrique sur ce véhicule à terme? Même plus qu'électrique. Alors, dans l'idée, par rapport aux produits et par rapport au type de clients auxquels on s'adresse, aujourd'hui, on est plutôt parti sur une pile à combustible, donc un moteur à hydrogène, pour la motorisation du véhicule en question. Donc là, on est plutôt sur 2026-2027, quand le marché sera prêt, les infrastructures seront prêtes. En tout cas, nous, on sera prêts à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un type de motorisation qui est plus adapté que les batteries, vu le poids et vu l'utilisation de ce véhicule-là. Ça veut dire que les trous sont faits, on enlève le moteur, on remet l'autre? C'est un peu plus compliqué que ça. On va dire que oui. Mais vous savez qu'il y a les moteurs à combustion interne alimentés par hydrogène aussi qui arrivent et qui sont une voie, semble-t-il, très intéressante pour bénéficier de tout l'acquis qu'il y a eu dans les moteurs à combustion interne. Et concernant les robots? Les robots, c'est essentiel. Hein. Enfin, en tout cas, nous, sur le sujet de la réindustrialisation dans l'industrie, c'est un sujet fondamental. L'innovation doit être au service de la réindustrialisation. Et je pense que l'agriculture doit aussi prendre ce chemin. C'est évident. Et je crois qu'il faut aussi battre en brèche certains poncifs comme quand on robotise, on perd de l'emploi. C'est pas vrai. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a des pays qui sont très robotisés comme le Japon, qui n'ont pas trop de problèmes d'emploi. Et donc, c'est des sujets qui sont
fondamentale pour retrouver de la compétitivité. Donc il faut rattraper tout le retard qu'on a pu avoir, notamment nous dans l'industrie pendant 40 ans, puisque depuis les années 80 on s'est désindustrialisé. Moi ce que j'espère c'est que l'industrie va être en avance et justement ne va pas subir ce que l'industrie a subi pendant 40 ans, c'est-à-dire de nous vendre que l'atelier du monde sera en Asie, voire en Chine, et que la France sera un pays de tertiaire. La France doit être un pays agricole et industriel. Donc c'est important de prendre en compte ces sujets d'innovation. Philippe, Flavien, donc une adhésion qui ne va pas coûter très cher à l'association, un audit qui va coûter 1 500 2 000 euros, on va dire, pour des entreprises de ce type. Vous êtes tenté par apposer ce logo ? Tout à fait, oui. Je pense que c'est effectivement un vrai plus. Aujourd'hui, déjà, sur nos grenadiers, on a une étiquette Made in Ambar qui est l'usine. Vous le mettez avec bien le drapeau, en avant. Le drapeau français, c'est quelque chose dont on est, en tout cas au niveau de l'usine, très fier. De pouvoir exporter notre véhicule à travers le monde. Il faut savoir qu'il n'y a que, entre guillemets, 20% de la production qui sera destinée à l'Europe, le reste à l'export. Et ça aussi, en termes de rayonnement, je pense que c'est une belle image voilà, pour notre beau pays. Flavien ? Oui, mais ça fait sens d'arriver à poser un autocollant comme Origine France Garantie et surtout tout le travail de certification qu'il y a derrière. Je pense que dans mes équipes, il y a des gens qui sont déjà en train de travailler là-dessus. Et au plus que cette Origine France Garantie, pouvoir l'amener à l'international et dire voilà, on est certifié en France et faire briller la France, c'est quelque chose d'important. Si on peut continuer à garder cette position de leader mondial et peut-être voilà, que dans les 30 prochaines années, on se dise c'est la France qui, avec Nayo et sans doute d'autres, a mené l'agriculture mondiale et sa robotisation. Ça peut être un beau pied de nez à plusieurs années où on s'est un peu oublié sur l'industrie. Alors, je vais aller encore plus loin que ce que dit Flavien, c'est-à-dire que globalement, la France, on a été les premiers, mais on a aujourd'hui des Français qui sont aspirés par l'étranger parce qu'on a les cerveaux au début qui ont lancé en fait la robotique. Vous êtes encore Français, mais vous pourriez effectivement, et vous êtes au niveau mondial, mais vous pourriez partir à l'étranger parce qu'il y a une vraie attraction, on va se dire, vers d'eau. Et puis il y a les gros constructeurs qui freinent un peu le marché. Moi, c'est moi qui le dis. Les gros constructeurs, les marques comme John Deere, le groupe ACO, etc. Pour l'instant, tant qu'ils n'en ont pas besoin, ils ne développent pas trop la robotique. Le jour où il faudra la développer, ils accéléreront et ils deviendront soit vos acheteurs, soit vos concurrents, très directement. Mais bravo parce que vous avez pris le lead au départ, vous êtes pionnier. Et Gilles, vous n'êtes pas venu au salon pour rien parce que vous avez certainement de nouveaux certifiés potentiels, de prospects. Bon. C'est formidable. Gilles, Philippe, Flavien, merci beaucoup. Félicitations. Merci à vous. Merci à vous. Merci.